quand est-ce qu'on a le droit d'appuyer sur un ventre, quand est-ce qu'on n'a pas le droit. Il n'est pas toujours simple de savoir ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé lors d'un accouchement et franchement, c'est complètement normal. Même si on a fait de la préparation à la naissance, il y a certaines choses qu'on n'a pas évoquées ou concrètement qu'on oublie au moment de l'accouchement. Il y a aussi certains actes qu'on n'a malheureusement pas toujours le temps d'expliquer de manière complète afin de demander un consentement éclairé au moment de l'acte. Et ça aussi, malheureusement, c'est un fait. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de parler un peu de tout ça. Quand est-ce qu'on a le droit d'appuyer sur un ventre? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit? Et de faire la différence entre tous ces appuis sur le ventre. Si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux des informations ludiques et accessibles sur la grossesse et la gynécologie. Alors, est-ce qu'on a le droit d'appuyer sur le ventre? Quels sont les différents cas de figure? Je vais tout de suite vous parler de ce qui est interdit. Comme ça, on sait que c'est interdit. Et après, je vais vous parler des différentes choses qui sont possibles. Ce qui est interdit depuis 2007, c'est l'expression abdominale. Qu'est-ce que l'expression abdominale? Au moment de l'accouchement, lorsque l'expulsion de l'enfant est difficile, avant, il arrivait qu'un soignant appuie très fortement en haut de l'abdomen, en haut de l'utérus, de sorte à aider la sortie du bébé. L'expression abdominale, c'est vraiment le fait d'appuyer extrêmement fort. Concrètement, la personne à ce moment-là qui a envie de faire sortir l'enfant ne va pas juste avec sa main faire un maintien. On parle vraiment de quelqu'un qui prend un marchepied, monte sur ce marchepied et de tout son poids appuie par exemple avec son avant-bras. C'est un acte qui a été pratiqué beaucoup en France et de par le risque de complications, cet acte est maintenant interdit. Pour apporter des précisions à ce que je viens de dire, aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui interdit formellement l'utilisation de l'expression abdominale. Par contre, en 2007, la Haute Autorité de Santé a écrit des recommandations qui préconisent l'abandon de cette technique. Je vous cite les recommandations écrites par la Haute Autorité de Santé. Il n'y a pas d'indication médicalement validée pour réaliser une expression abdominale. Le vécu traumatique des patientes et de leur entourage et l'existence de complications rares mais graves justifient l'abandon de cet usage. Dans les situations qui nécessitent d'écourter la deuxième phase de l'accouchement, le recours, en fonction du contexte clinique, à une extraction instrumentale, forceps, ventouse obstétricale, spatule, ou à une césarienne est recommandé. Enfin, la Haute Autorité de Santé ajoute, si une expression abdominale est pratiquée malgré les recommandations précédentes, elle doit être notée dans le dossier médical de la patiente par la personne en charge de l'accouchement en précisant le contexte, les modalités de réalisation et les difficultés éventuellement rencontrées. On pourrait donc se dire que l'expression abdominale pourrait être acceptée. Néanmoins, je vous cite les propos recueillis par le magazine Elle du président du Conseil national des gynécologues obstétriciens français en 2017. Je cite, « L'expression abdominale n'a plus lieu. Si elle a lieu, c'est une faute technique et une faute professionnelle grave. » Mais alors, qu'est-ce qui est autorisé et alors pourquoi dans d'autres circonstances on peut appuyer sur le ventre? C'est ce qu'on va énumérer aujourd'hui. Par exemple, pendant le travail, il arrive que ce soit l'équipe soignante, donc les sages-femmes, qui proposent de rompre de manière artificielle la poche des os. Exemple, on est face à une dystocie cervicale, c'est-à-dire que le travail n'avance plus depuis quelques heures et on va essayer de naturellement relancer les choses. Rompre la poche des os, si elle n'est pas encore rompue, ça peut réactiver la mise en route du travail. Il arrive néanmoins que la tête du bébé ne soit pas bien appliquée sur le col. Donc on imagine ça, c'est le col de l'utérus. Là, il y a l'utérus et le bébé dans l'utérus. La tête du bébé, généralement, à ce moment-là, elle est vers le bas. Lorsque la sage-femme rompt la poche des os, elle va, avec un petit bâton en plastique, faire un trou en plastique ou en métal, faire un trou au niveau de la membrane de la poche des os. L'eau va s'écouler et la tête va faire comme bouchon au niveau du col. C'est intéressant que la tête fasse bouchon car ça évite que le cordon ne passe en dessous de la tête. Parfois, on a la nécessité de rompre la poche des os. Néanmoins, la tête est un petit peu haute, elle n'est pas bien appliquée sur le col et on n'a pas envie, en rompant la poche des os, que la tête remonte et que justement le cordon passe en dessous de la tête, ce qui serait dans ces cas-là une urgence. Alors, il arrive que la sage-femme qui propose de rompre la poche des os demande de l'aide à une collègue de sorte à faire un maintien au niveau du ventre. Dans ces cas-là, on n'est pas sur une expression abdominale dans le but de faire sortir un enfant. On est juste sur une sage-femme qui va, avec votre accord,
maintenir, donc pas appuyer mais maintenir en mettant peut-être sa main ou son avant-bras en haut du ventre de sorte à appuyer sur les fesses du bébé, de sorte à ce que lorsqu'on rompt la poche des os, la tête ne remonte pas mais par le fait que le liquide s'écoule, et bien descende sur le col. Ça c'est autorisé évidemment si vous l'acceptez, mais en tout cas c'est pas l'expression abdominale qui est interdite par la loi. Là, c'est un acte qui n'est pas censé être douloureux pour vous, qui n'est pas dangereux pour votre enfant et qui n'a pas de risque de séquelles pour vous. Autre circonstance, je vous montre avec mon bassin. Donc, voici un bassin. Voici un bébé. Au moment de l'accouchement, il arrive que la tête sorte de manière hyper simple. Hop, j'enlève ça pour que ce soit plus simple à voir. Hop, ça on s'en fiche, vous ne regardez pas. Exemple, la tête est sortie, super, et là, généralement, c'était un peu le plus dur de sortir la tête. Généralement, on vous demande juste de pousser encore une fois et l'épaule passe. Il arrive parfois qu'on sent la tête, elle est bloquée, vous avez beau pousser, on a beau faire les manœuvres qu'il faut, l'épaule est bloquée au-dessus de la symphyse pubienne. Le fait que l'épaule ne s'engage pas dans le bassin et c'est une urgence. Il est important de réagir dans les quelques minutes qui suivent le diagnostic de dystocie des épaules. En première intention, comment on fait pour résoudre une dystocie des épaules? On va faire ce qu'on appelle la manœuvre de Macrobert, qui consiste à relever, hyper fléchir les jambes de la patiente sur son buste. Vraiment, on les remonte comme ça, ce qui crée une bascule du bassin. Mais également, on va proposer à ce qu'il y ait un soignant qui appuie fortement juste au-dessus de la symphyse pubienne. Pourquoi? Parce que dans la majorité des dystocies cervicales, l'épaule antérieure est bloquée juste au-dessus de la symphyse pubienne. Et là, on voit très bien, si j'appuie ici, tac, pendant que la patiente pousse, l'épaule, je l'aide à s'engager et l'enfant peut sortir. La manœuvre de Macrobert, c'est pas forcément efficace à 100%, mais c'est vraiment ce qu'on propose en première intention. Ça peut être hyper rapide, hyper efficace. Et donc, voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Comme ça, si toutefois, au moment de l'accouchement, on vous dit, bon bah voilà, l'épaule ne passe pas, on a besoin de faire cette manœuvre, est-ce que c'est ok pour vous? Eh bien, vous aurez déjà eu l'information. Ensuite, une fois que l'enfant est sorti, il est temps pour le placenta de sortir également. Le placenta, donc on imagine, l'utérus au niveau du ventre était grand, voilà que l'enfant est sorti, la nature n'aime pas le vide, l'utérus va se contracter pour redevenir petit. En se contractant, il va normalement décoller par lui-même naturellement le placenta. Il arrive pour autant que le placenta ne se décolle pas par lui-même spontanément et dans ces cas-là, pour un peu l'aider avant de faire un acte de sorte à le sortir par nous-mêmes, eh bien on peut masser l'utérus. En massant l'utérus, ça peut justement l'aider à se contracter pour décoller le placenta. Donc dans ces cas-là, il est possible, si vous l'acceptez encore une fois, que votre médecin ou votre sage-femme appuie fortement au niveau de l'utérus de sorte à le masser pour que justement il se contracte et que le placenta puisse sortir. Encore une fois, c'est possible qu'on mette de la force. Vous avez le droit de dire non, mais c'est quelque chose qui est autorisé par la loi en tout cas et qui peut être utile d'un point de vue médical. De même, une fois que le placenta est sorti, l'utérus est censé donc se contracter et redevenir petit, et notamment le fait qu'il soit tonique et bien redevenu petit, ça limite le risque d'hémorragie de la délivrance. Si on sent qu'il est hypotonique, donc relâché, dans ces cas-là, il y a plus de risques que ça saigne, les vaisseaux sont comme ouverts. Et à nouveau, il est possible que votre soignant masse de manière énergétique l'utérus. Et c'est possible que vous le ressentiez et que vous vous disiez, bah, dis donc, ils n'y vont pas de main morte. Effectivement, on essaie de dire à l'utérus, vas-y, contracte-toi, là, on en a besoin. Enfin, une fois que vous avez accouché, qu'il n'y a pas de souci au niveau du placenta et des saignements, on vérifie justement qu'il n'y ait pas de risque d'hémorragie, on vérifie qu'il n'y ait pas de caillots qui stagnent dans l'utérus. Vous êtes généralement à ce moment-là allongé sur le dos et il est normal qu'il y ait des saignements au moment de l'accouchement. Comme vous êtes allongé sur le dos, eh bien les saignements parfois stagnent dans l'utérus. Et donc la sage-femme va, pour vérifier que l'utérus est bien tonique et bien involué, ça veut dire qu'il est redevenu petit, ça veut dire qu'il est redevenu petit et qu'il arrive en dessous du nombril, qu'il soit bien tonique et qu'il n'y ait pas des caillots qui stagnent à l'intérieur, la sage-femme va appuyer fortement en dessous du nombril. Là, c'est possible que vraiment, vous la voyez avec sa main appuyer fort. En fait, le but, c'est que si jamais il y a des caillots dans l'utérus, en appuyant, les caillots sortent. Parce que comme l'utérus est censé se contracter et redevenir petit pour comme clamper les vaisseaux,
si à l'intérieur il y a des caillots qui restent, eh bien en fait ils vont empêcher l'utérus de bien se contracter et de bien involuer. Donc effectivement, au plus on est proche de l'accouchement, au plus on appuie fortement, parce que c'est à ce moment-là où il y a le plus de saignement et de risque de caillots qui stagnent, et au plus on s'éloigne de l'accouchement, au moins on appuie fortement, mais vous le constaterez sûrement, les jours qui suivent l'accouchement, on appuie encore assez fermement sur l'utérus. Donc voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo pour vous, pour faire la différence entre ce qui est autorisé par la loi et ce qui ne l'est pas. Pour autant, c'est pas parce que des choses sont autorisées que vous devez forcément dire oui, mais vraiment là, tout ce que je viens de vous citer sont des choses qui sont faites vraiment pour vous, pour votre santé, qui ont montré leurs preuves. Donc nous, ça nous arrange effectivement quand vous acceptez. Et en fait, souvent, ce qui vous permet d'accepter, eh bien, c'est de comprendre et d'avoir les informations. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'espère vous avoir éclairé, j'espère vous avoir rassuré sur le fait de ce qui est autorisé ou pas. J'espère que cette vidéo était claire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo et à vous abonner pour soutenir ma chaîne débutante. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.